entendu, aujourd'hui, les choses sont très claires et on voit bien qu'il y a cette volonté de considérer que nos territoires sont très loin, mais en même temps, ils peuvent être très proches de nous dès lors que les ultramarins se sentent bien au sein de la République. Alors depuis cette crise que vous avez mentionnée en Guadeloupe, un certain nombre de mesures ont été prises, ce fameux conseil interministériel de l'outre-mer, mais on ne voit pas très bien encore les contours de l'action liée à cette nouvelle structure spécialement dédiée à l'action dans les territoires d'outre-mer. Je crois qu'on a beaucoup fait. Jamais un président de la République aura autant fait pour l'outre-mer. J'en veux pour preuve l'orientation que nous avons prise, très forte, en direction du logement social. Au début, on a été très sceptique sur le fait qu'on puisse appliquer la défiscalisation au logement social. Les résultats sont très clairement là, puisqu'aujourd'hui, nous avons doublé le nombre de logements qui sont financés et nous répondons ainsi à une demande forte de nos compatriotes parce qu'il n'est pas acceptable au XXIe siècle, dans notre République, que des gens vivent dans un habitat insalubre. Nous avons porté des textes très importants. J'ai porté l'évolution institutionnelle de la Guyane et la Martinique. J'ai porté la réforme électorale de la Polynésie. J'ai porté aussi la loi pour stabiliser les institutions de la Calédonie. Nous avons porté une grande loi pour le développement économique de l'outre-mer et tout ça dans un contexte budgétaire contraint, mais nous avons respecté les engagements qui avaient été pris par le président de la République au moment de la campagne des élections présidentielles de 2007. Mais nos concitoyens ultramarins souffrent d'une vie chère, de chômage beaucoup plus élevé que dans l'Hexagone, d'un système qui est encore lié à un autre âge, en termes de fonctionnement économique. Est-ce que ces problèmes commencent à être réglés ? Est-ce que les produits seront toujours aussi chers en Martinique, en Guadeloupe ? Je crois qu'il faut pouvoir dire les choses et tenir un discours de vérité. Je ne dirais pas que la situation est florissante. Bien évidemment, la crise, elle est là. Elle est en métropole, elle est en outre-mer. Simplement, je crois qu'il ne faut pas laisser dire que d'abord, que c'est l'État qui fixe les prix. Il ne faut pas dire que les prix sont 50 à 60% plus chers qu'en métropole. C'est un système sur lequel peut intervenir l'État. Système de monopole d'un certain nombre de distributeurs, par exemple. L'État peut agir pour réguler. L'État peut agir pour empêcher les abus de position dominante. Ce que nous avons fait, nous avons mis en place un GIR concurrence. Nous avons permis à l'Observatoire des prix d'être indépendant, puisque vous avez un magistrat de la Cour régionale des comptes qui siège, de la Chambre régionale des comptes. Nous avons permis effectivement que l'autorité de la concurrence puisse intervenir. Et d'ailleurs, il y a eu quelques amendes, notamment dans le domaine de la téléphonie. Donc nous avons agi. Mais pour autant, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un modèle économique où les prix sont fixés par rapport à une offre et la demande. Et donc ce qu'il faut faire, c'est soutenir le développement économique pour favoriser l'implantation d'entreprises et donc aller vers plus de concurrence. Mais laisser entendre que l'État pourrait administrer tous les prix en outre-mer, je crois qu'on trompe la population. Il faut pouvoir tenir ce discours de vérité. Il faut faire confiance au potentiel de ces territoires. Et j'en vois pour preuve que dans certains domaines, notamment lorsqu'on soutient la filière agroalimentaire, on peut baisser les prix. C'est l'exemple à La Réunion, notamment s'agissant de la viande. On va revenir sur ce début de l'année des Outre-mer avec une partie de votre discours. On l'écoute et on commente avec vous. Nous passons d'un Outre-mer trop longtemps perçu comme un ensemble de territoires dans l'ombre de la métropole à une vision résolument moderne des Outre-mer perçus comme autant d'atouts pour notre pays. Au fond, loin des oublis et des clichés, l'enjeu de cette année, dont nous donnons ce soir le coup d'envoi à l'Assemblée nationale, est de dire à quel point les femmes, les hommes et les territoires d'outre-mer contribuent à faire de la France une grande nation. Marie-Luce Panchard, nous avons parlé des difficultés, mais vous teniez à valoriser les apports des Outre-mer pour notre République, la richesse de ces territoires. Alors, comment avez-vous fait dans le cadre de cette année des Outre-mer ? Vous avez raison. Chaque fois qu'on parlait de l'outre-mer, dans le passé, on parlait que des difficultés des territoires ultramarins. Or, aujourd'hui, beaucoup a été fait grâce à l'outre-mer. On ne parle pas de cette histoire. On ne parle pas de l'histoire des dissidents qui ont participé à rejoindre le général de Gaulle. C'est une exposition formidable qui a été organisée dans toute la France et qui a permis
à nos compatriotes de métropole de découvrir cette histoire, et beaucoup ont été très sensibles. Et d'ailleurs, ça m'a profondément touchée lorsque je me suis déplacée pour aller voir cette exposition qui était présentée dans nos préfectures. Et puis l'avenir passera aussi par l'outre-mer. Lorsqu'on voit que demain, la Nouvelle-Calédonie va être le deuxième producteur du nickel, qu'on voit la place que l'outre-mer permet à la France d'avoir au niveau international, je pense notamment à la relation que la France a avec le Brésil, et que, vous le savez, qu'au large de la Guyane, on vient de découvrir du pétrole. On voit bien qu'au travers de notre biodiversité, au travers des enjeux pour lutter contre le réchauffement climatique, tout le conseil, mais au-delà de la puissance maritime qui apporte une ressource formidable, mais il y a l'enjeu de la biodiversité en termes de développement durable. C'est peut-être en Outre-mer qu'on va découvrir un certain nombre d'expérimentations qui pourront être des modèles pour la France et pour l'Europe. Et cette dimension, nous devons la conserver. J'en veux pour preuve que la France est représentée dans les instances internationales parce que nous avons l'une des dernières forêts primaires avec l'Amazonie. Donc, à partir de là, je crois qu'il faut faire cette présentation des Outre-mer. Alors, c'est une présentation, justement, vous l'avez dit, une présentation à tous nos concitoyens qui est nécessaire, mais elle implique évidemment de l'action. Elle implique de l'action, nous sommes dans l'action. Mais chaque fois que nous sommes dans l'action, on parle de la France, sans indiquer que ce sont des territoires ultramarins. Et lorsqu'il y a des difficultés, on parle de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane ou de la Nouvelle-Calédonie. Oui. Moi, j'aimerais qu'on parle à chaque fois de nos territoires en montrant exactement ce qu'ils apportent, parce que les Français, nos compatriotes, ont besoin de ce rapprochement. Alors, le reste du gouvernement est sensible à ce discours, ou est-ce que vous êtes réservé, affilié aux Outre-mer, et cette vision globale que vous présentez n'est pas du tout mise en valeur? Pas du tout. Le président de la République, au travers du Conseil interministériel de l'Outre-mer, a donné une impulsion très forte, ce qui fait que c'est l'ensemble du gouvernement. Mais ça semble pour certains rester une impulsion. Vous avez reçu Frédéric Mitterrand, vous avez vu combien il est profondément sensible à toutes les questions ultramarines, parce que derrière ces questions, il y a aussi une politique d'intégration. Si les ultramarins se sentent bien au sein de la République, bon nombre des Français, issus, je dirais, de la diversité, se sentiront aussi bien dans la République. Donc nous avons devoir de réussir cela. Mais il y a une envie de République, mais qui n'est pas matérialisée sur le terrain, avec l'économie, le social. Vous voyez, on a parlé de Mayotte il y a quelques instants. Les conflits récents, la crise sociale récente à Mayotte montre bien qu'il y a encore du travail et une intervention peut-être nécessaire de l'État, mais pas seulement de la part du ministère chargé des Outre-mer. Mais tous les ministères sont mobilisés. Et lorsqu'on a vu un certain nombre de conflits et qu'on les examine de près, on se rend compte parfois qu'il y a une demande plus forte de l'État, un État beaucoup plus présent. Et au-delà des transferts de compétences et du rôle des collectivités, on sent qu'il y a une demande de cet État protecteur, et il ne faut pas le négliger. S'agissant de Mayotte, nous avons apporté des réponses et on voit que la situation est en train de se stabiliser. Je m'en félicite. Simplement, je crois que ce qui est important, c'est que les ultramarins se sentent bien au sein de la République. C'est une chose, parce qu'ils ont toujours eu le sentiment qu'ils étaient abandonnés, que parce qu'ils étaient loin, ils étaient forcément loin du cœur. Et en même temps, je crois que les Français de métropole, nos compatriotes, doivent mesurer ce que représentent ces territoires pour la République, et ne pas simplement s'appuyer sur des clichés, des préjugés pour se faire une opinion de ces territoires, alors qu'ils apportent tant à la dimension de notre nation. Valoriser également tous ces citoyens venus des territoires et des départements d'outre-mer dans l'Hexagone, c'est aussi l'un de vos objectifs. La visibilité dont on entend parler dans la sphère politique, dans les médias, est-ce que ça a progressé selon vous? Écoutez, la question de la visibilité des ultramarins, je pense qu'elle est importante, mais il ne faut pas en faire un point essentiel. Je crois que les ultramarins sont avant tout des Français à part entière. Et lorsque les compétences, lorsque tout ça... Il y a des actes symboliques qui leur montrent qu'ils le sont d'autant plus. Il y a des actes symboliques qui sont nécessaires. Ma nomination est un
est un exemple. Le président de la République, je pense, a voulu faire tomber un certain nombre de tabous. Nous avons nommé beaucoup de directeurs de l'administration territoriale depuis ma nomination, parce que le chef de l'État l'a souhaité. Sur 12 nominations, il y a eu 7 ultramarins. Parce qu'il faut absolument que le citoyen français ou la citoyenne française originaire de département d'outre-mer soit ministre chargé de l'outre-mer. Non, j'ai jamais dit cela, bien au contraire. Parce que vous dites ma nomination. Non, on pourrait voir l'ultramarin, un ministre de l'Intérieur. Pendant longtemps, on a considéré qu'un ministre issu des territoires ultramarins ne pouvait pas être ministre de l'outre-mer. C'était dans les consciences, ça ne se disait pas, mais pour autant, on n'a jamais voulu passer à l'acte, on n'a jamais voulu nommer un ultramarin à ces fonctions en considérant qu'il ne pouvait pas être le mieux à même d'apprécier et qu'il fallait un peu de recul par rapport aux problèmes de nos territoires. Je crois que ces préjugés, il faut les faire tomber. Je crois qu'il faut regarder la compétence, il faut regarder l'aptitude et il ne faut pas s'enfermer dans, je dirais, des histoires du passé qui n'ont pas de raison d'être. Au contraire, il faut pouvoir donner cette visibilité lorsqu'elle est nécessaire, mais il ne faut pas que ce soit non plus une obligation. Lorsqu'on peut nommer un préfet issu des territoires d'outre-mer à des responsabilités en outre-mer, et dès lors qu'il est volontaire, oui, nous devons le faire. Je crois que ça peut faciliter les choses, ça peut faciliter la compréhension de l'action publique, mais il ne faut pas vouloir instaurer des quotas ou un principe qui enfermerait les ultramarins sur eux-mêmes. Alors, vous avez parlé de la question symbolique de votre nomination à ce ministère. Le quinquennat touche à sa fin. Quel bilan faites-vous de votre action? Est-ce que vous pensez avoir pu valoriser cette partie de la République qui était parfois mise de côté? Il est très difficile de faire son propre bilan. Je laisserai le soin aux autres de le faire. En tout cas, je pense avoir abordé un certain nombre de sujets particulièrement difficiles. Je pense à celui de Mayotte, je pense à celui de la Nouvelle-Calédonie, et peut-être cette dimension ultramarine, cette approche et cette sensibilité qui est la mienne a permis peut-être une meilleure compréhension, et nous avons pu avancer sur un certain nombre de dossiers, parce qu'avec moi, aucun sujet n'est tabou, et je crois qu'il est beaucoup plus facile de les aborder peut-être lorsqu'on est originaire de ces territoires. Nous allons aborder le volet économique à travers ce reportage que nous allons voir ensemble sur une entreprise de Polynésie française qui arrive à exporter en Chine. Merci infiniment, Marie-Luce Panchard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Retour à l'expéditeur. Le noni est originaire de Chine et c'est peut-être la Polynésie qui lui fera redécouvrir, mais sous une forme plus moderne, la compote de noni, un mélange hautement énergétique. S'il séduit les Chinois, il pourrait bien doper les affaires de cette société. Je n'ai qu'une ligne et cette ligne-là, elle fait 6000 pochons heure. Ça représente qu'un conteneur par semaine. C'est infime, c'est petit. Par contre, dans un avenir proche, si jamais ça se fait, j'ai l'intention de mettre 5 à 6 lignes pour pouvoir faire différents parfums. La délégation chinoise venue ce matin apporte dans ses bagages quelques investisseurs intéressés. Ils ne feront pas de commentaires, mais visiblement, ça leur plaît. Il y a un marché d'1 milliard de clients à la clé. On est compétitif puisque le produit va arriver en Chine à raison d'un euro. 1 euro, je pense que ça va être à la portée pas de tout le monde, mais celui qui est au SMIC, il pourra se le payer. Le noni nous rendra libre. Tout le monde se rappelle de cette phrase d'Oscar Temaru, à condition de pouvoir commercer avec les mains tout aussi libres. C'est en tout cas le nouveau credo du président. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui a de l'argent, qui va au consulat de France pour venir ici, pour obtenir un visa, lui dit tel papier, il faut attendre 2 mois. Il va aller chercher son billet d'avion, il va aller aux Bahamas, il va aller aux Seychelles, il va aller à Hawaï. Voilà. Alors, j'ai l'intention de rencontrer le ministre des Affaires étrangères également lors de mon prochain déplacement à Paris, pour leur dire de faciliter ça. Il y va du développement économique de notre pays. La délégation s'est ensuite rendue au Haut Commissariat avant le GIE Tahiti Tourisme. D'après le président Temaru, d'autres délégations chinoises devraient suivre dans les jours qui viennent. François Durper, bonjour. Vous êtes historien, directeur de pluricitoyen.com. Merci d'être avec nous. On vient de voir ce reportage sur le dynamisme économique et le rayonnement économique que peuvent provoquer
les territoires et départements d'outre-mer pour la France. Est-ce que ce rayonnement est pris en compte aujourd'hui ? Alors, dans les discours, il est toujours pris en compte. Et d'ailleurs, les populations ne sont pas dupes de cela et savent que depuis des années, dans tous les discours des politiques, il y a toujours une petite phrase pour dire la France rayonne, elle est sur tous les océans, elle est sur tous les continents, c'est formidable. Ouais. Mais l'envers du décor, ce qu'on voit pas dans le reportage, c'est l'envers social. Ouais. Et les populations, elles voudraient pas que, sous couvert de prestige pour la métropole, on oublie, par exemple, un chiffre. On le cite jamais. Les zones urbaines sensibles. Eh bien, les DOM représentent 20% des zones urbaines sensibles françaises, alors qu'elles ne sont que 1/30 de la population française. Voilà un exemple. Alors là, on était dans l'année d'outre-mer. Zone urbaine sensible, ça veut dire zone défavorisée, voilà, les zones défavorisées, chômage. Voilà, 1/20 sont dans les départements d'outre-mer. Ouais. Ça veut dire que l'année d'outre-mer, elle a été très importante, mais il y a deux logiques. Soit l'année d'outre-mer, c'est une sorte de logique de flux et de reflux. On en a beaucoup parlé pendant un an, et puis ensuite on n'en parle plus. Après tout, l'année du Brésil... Le but, quand même, c'est de poursuivre la dynamique. L'idée, c'est que ça soit un tremplin. C'est la deuxième logique, c'est que toutes les années soient l'année de l'outre-mer. Après tout, cette année, a-t-on parlé trop de l'outre-mer parce que c'était de l'année d'outre-mer? Non, on en a parlé normalement. On devrait parler normalement d'outre-mer. Toutes les voilà, années. C'est-à-dire que ça devrait être la première année d'une ère nouvelle où l'outre-mer est tout à fait intégré dans les préoccupations. Ça, on prend pas le chemin. Parce que après l'année de l'outre-mer 2011, il y a l'année présidentielle 2012. Or, moi, un exemple, et je tape pas ni sur l'un ni sur l'autre, ni sur le gouvernement, mais les trois prix, non, mais la gauche. On a eu 3 débats du Parti socialiste, là. Est-ce que vous avez entendu le terme d'outre-mer dans les 3 débats? Alors on va dire, on n'a pas parlé du Languedoc-Roussillon, on n'a pas fait un sort particulier, sauf Ségolène pour le Poitou-Charentes, etc. Chacun a défendu sa région, c'est bien normal. Mais c'est pas tout à fait pareil, l'outre-mer. L'outre-mer a une histoire et a une géographie, a un lien tellement particulier avec la France que la relation entre l'outre-mer et l'Hexagone, ça doit être l'objet d'une attention quotidienne, sinon on fragilise cette relation. Et ça, c'est très important. Laurent Laviolette, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes secrétaire général de l'année des Outre-mer, du commissariat plus exactement, du commissariat de l'année des Outre-mer. Alors, comment vous répondez à François Durper qui dit finalement, il y a eu cette année valorisation, mise en perspective du rôle des Outre-mer, mais finalement, est-ce que cela va durer ? Alors, je vais juste nuancer un peu le propos. D'abord, 2011, l'année des Outre-mer. Les Outre-mer n'ont pas attendu 2011 pour exister. Elles existaient bien avant et elles existeront bien après. L'idée ayant été de faire véritablement un focus sur les Outre-mer aujourd'hui, ça ne veut pas dire que les Outre-mer n'étaient pas présents dans la République, mais ça veut dire qu'ils étaient probablement ou peut-être moins bien vus que d'autres régions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était de dire que on a eu, notamment Daniel et moi-même, l'agréable surprise de voir que, grâce à cette année des Outre-mer, on avait une programmation qui avait été ouverte dans certains centres des établissements publics, dans les établissements de spectacle, qu'on avait des entreprises qui se sont mobilisées pour défendre, pour valoriser ces Outre-mer et qui se sont engagées durablement à valoriser ces Outre-mer au-delà de 2011. Ça veut dire concrètement recruter des ultramarins dans les entreprises à des postes d'encadrement, ne pas parachuter, entre guillemets, des cadres de métropole vers les Outre-mer, mais véritablement former ces ultramarins à être dans l'encadrement de l'entreprise. Les compétences locales. Exactement, de manière à ce qu'elles maintiennent en fait cette force, cette puissance de formation en local. Et je voudrais citer un autre exemple. Vous avez un travail formidable que fait Marie-Josée Pérec en ce moment concernant la formation des sportifs ultramarins dans le domaine de l'athlétisme en local, de manière à ne pas... Mais le sport et la musique étaient déjà en pointe. On ne va pas parler... On peut parler tout le temps du sport et de la musique quand il s'agit des Outre-mer. Il ne faut pas nier les évidences, notamment. Je sais que j'ai coutume de dire que l'année des Outre-mer n'avait pas vocation à faire des appels de projets sur des domaines sur lesquels les Outre-mer n'étaient pas forcément présents. Pourquoi ? Parce que ça aurait faussé cette réalité. Mais ça ne veut pas dire que les autres domaines, l'économie notamment, ne sont pas représentés. Loin de là. On a veillé, Daniel et moi-même, à assurer cette pluridisciplinarité dans cette année des Outre-mer, c'est-à-dire véritablement soutenir tous les projets, quels qu'ils soient, pour toutes les régions, l'ensemble des régions, et de manière pluridisciplinaire. Pas simplement la musique, pas simplement... On va parler plus d'économie et d'entreprise dans le cadre de ce volet de cette édition spéciale de Toute la France, dans le cadre des 20
24 heures de l'outre-mer sur François. François Durper, le rayonnement dont vous parlez, parce que vous n'avez pas développé, vous avez dit c'est dans les discours. Comment faire en sorte qu'il ne soit pas seulement dans les discours? C'est ce que on était en train de dire. Rayonnement, il y a l'économie. Alors souvent on oppose en France, et ça c'est très français. D'un côté l'économie et de l'autre côté la culture. Ce qui n'est pas du tout le cas des anglo-saxons. Si on se disait, bien on va mélanger l'économie culturelle, donc. Et c'est ce qu'on appelle dans les sociétés anglo-saxonnes le soft power. Comment on est influent à travers le monde. Les Français parlent de rayonnement en utilisant nos produits moi, j'avais envie que vous culturels. développiez cette question du soft power, mais pas tout de suite. On oublie souvent que les régions ultramarines sont aussi des régions européennes. Dans quel cadre cette dualité s'opère et comment sont-elles aidées? Reportage. De par leur situation géographique loin du continent, les collectivités et départements ultramarins bénéficient d'aides financières importantes de l'Union européenne. 3 milliards 800 millions d'euros, soit près de 20% des aides totales dont bénéficie la France de la part de Bruxelles pour la période 2007-2013. L'Europe est importante parce que nous sommes partis de la France, donc de l'Europe. C'est un contrat que nous avons passé. Par conséquent, l'Europe se doit d'aider ces régions qui sont les plus en retard. Nous sommes sur un marché étriqué, nous sommes peu nombreux au niveau de la population et nous sommes loin d'être dans les mêmes conditions de production que les producteurs européens. Dans ces conditions, soit vous compensez les handicaps et vous nous mettez à un niveau égalitaire de concurrence et on produit parce qu'on n'est pas plus bête que les autres, ou alors vous ne compensez pas les handicaps et vous faites de nous des territoires assistés, ce que les populations ne veulent pas. Mais tous les ultramarins ne sont pas égaux devant l'Europe. Les collectivités regroupées au sein de l'entité Pays et Territoires d'Outre-mer sont considérées comme des États associés. Bruxelles ne leur apporte alors que des coups de pouce financiers. En revanche, les départements d'outre-mer regroupés au sein des RUP, les régions ultrapériphériques, touchent quant à eux des fonds importants pour leur propre développement du fait de leur isolement. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion représentent 2,8% de la population française, mais recueillent à elles 4 le quart des aides de l'Europe à la France. L'Union européenne tient compte des handicaps structurels des régions ultra-périphériques. Donc le Fonds social européen et le Fonds européen de développement régional tiennent compte de cette situation. Mayotte, bien que devenu département français en mars dernier, est encore considéré aux yeux de l'Europe comme un PTOM et ne bénéficie pas encore des aides européennes allouées aux RUP. La France a entamé sa demande de requalification et Mayotte devrait intégrer le cercle des régions ultrapériphériques début 2014. Cette identité européenne, François Durper, est-elle mise en valeur? Elle l'est de plus en plus, mais elle l'est pas encore suffisamment. Mais c'est une identité, il suffit pas d'appeler une université européenne de l'océan Indien pour être complètement dans l'Europe ou dans le monde. On va dire, on commence par le lexique souvent en France, mais ce qui est important, puisqu'on parlait de cette dimension de soft power, c'est de dire quoi? C'est de dire que par exemple, les universités sont des outils formidables pour faire rayonner précisément. Dire que l'université de la Réunion ou l'université Antilles-Guyane devrait être beaucoup plus imbriquée, avoir beaucoup plus de relations, par exemple avec l'université de Miami pour ce qui est de l'université Antilles-Guyane, avec l'université de Pretoria pour ce qui est de l'université de la Réunion. Ça serait important qu'elle soit aussi le fer de lance. On a beaucoup parlé de l'énergie aujourd'hui. Eh bien, certains disent il faut sortir du nucléaire, d'autres disent mais attention, il faut sortir du nucléaire sans se remettre dans les énergies fossiles. Et bien précisément dire que ces régions qui sont à la pointe de ces questions d'éolien, d'énergie renouvelable, eh bien ces universités, eh bien elles ont leur place. Quand dans, mettons, 5 ans, 10 ans, on peut se fixer un projet que dans 5 ans, 10 ans, une de ces universités d'outre-mer fasse partie, rêvons, des 20 premières universités du classement de Shanghai, qui sont les plus grandes universités. Et donc sortir, Laurent Laviolette, de cette logique d'aide d'assistanat, qui a tort, est lié au département. Je n'aime pas ce terme. À aucun moment, les Outre-mer n'ont été désassistés, n'ont été... cette logique qui est définie comme de l'aide ou de l'assistanat, c'est quelque chose qui est... C'est que ça revient un peu dans le discours pour d'autres thématiques. Oui, mais n'importe quelle région de l'Hexagone peut souffrir de cette logique d'aide d'assistanat. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas de
contrepartie. On ne mesure pas l'apport, justement. Exactement. Madame Marie-Lise Panchard, ministre chargée de l'Outre-mer, disait tout à l'heure, oui, nous avons découvert du pétrole en Guyane. Donc ça, ce sont des éléments à valoriser. On parlera plus d'aide après, c'est clair. Exactement. Ça sont des éléments à valoriser. Vous avez de grandes entreprises à La Réunion, par exemple, le groupe Bourbon, qui a véritablement créé une ouverture vers l'Asie. Vous avez les Antilles qui devraient, à mon sens, pouvoir plus se tourner vers les Amériques. Et de toute façon, le projet d'ouverture, d'élargissement du canal du Panama fera en sorte que, à terme, la côte antillaise pourra avoir son juste rôle dans son développement économique vers les États-Unis, notamment. Mais la problématique, elle est simple, c'est que pendant très longtemps, la métropole, enfin l'Hexagone, mais la métropole à l'époque coloniale, a eu peur des relations que les ultramarins pouvaient avoir avec leur environnement géographique, culturel. Aujourd'hui, cette peur, elle doit être largement derrière nous. Et on doit dire, ben voilà, on est totalement américain lorsqu'on est aux Caraïbes. Les Antillais le savent. Ceux qui ne le savent pas, c'est ceux qui, de Paris, se disaient, mais attention, si les Antillais font leurs études à Miami, est-ce qu'ils vont continuer à donner à la France ou est-ce qu'ils vont pas plutôt servir les intérêts d'autres pays que le nôtre ? Cette crainte que le lien avec les territoires limitrophes de ces départements et territoires d'outre-mer allait un petit peu les diluer, allait empêcher leur appartenance à la République française. Que ça allait couper ce lien postcolonial entre les anciennes colonies de la France et le mot métropole, c'est-à-dire que c'est la terre-mère, le centre de tout cela. On est dans une logique de centre et de périphérie. Or, à l'ère de la globalisation, si la France veut précisément rayonner, elle doit accepter de totalement se décentraliser. Et là, on ne parle pas d'une décentralisation vers la Bretagne, etc., mais de territoires qui sont à 8000 km, qui sont à 10 000, 15 000 km. C'est un risque pour la France, évidemment, mais c'est aussi sa plus grande chance. Mais vous parlez des 8000 km, est-ce que la distance aujourd'hui est un facteur... Juste un point, il y a une question sur laquelle j'aimerais réagir par rapport à cette coopération interuniversitaire. Il faut d'abord penser à une coopération interuniversitaire à l'intérieur même de la France, s'entend. Moi, je rêve d'avoir ce développement des liens entre HEC et les universités d'Antilles-Guyane, ou ce renforcement de cette coopération. Je rêve d'avoir une coopération avec Sciences Po Paris, pourquoi pas, et les grandes universités d'outre-mer. Je rêve d'avoir, pourquoi pas, un MBA installés dans ces grands instituts d'outre-mer. Voilà, ça aussi, ça peut être une approche. Et qu'est-ce qui manque pour que ça arrive ? Il manque la volonté, et puis... Alors, c'est pas en disant que les politiques n'ont même pas mentionné lors des différents débats les Outre-mer qu'on va y arriver. Qu'est-ce qu'on doit faire à l'aune de ces élections qui arrivent pour que cette dimension soit mieux prise en compte en France ? Les ultramarins savent qu'ils sont en France. Les Français d'Hexagone savent pas toujours que les ultramarins existent, sauf de manière exceptionnelle. Ce qu'il faut, c'est créer de la quotidienneté dans la relation. Eh bien, la responsabilité politique, elle est énorme. Il faut que chaque responsable politique, au moment où il prend une décision, se dit la France n'est pas un hexagone. Qu'est-ce qui fait que, parce que la France est aussi américaine, est aussi polynésienne, est aussi de l'océan Indien, qu'est-ce qui va rajouter, quelle plus-value je peux rajouter à la décision que je vais prendre ? Voilà toute la question. Quand nos hommes politiques considéreront que la France n'est pas un hexagone, eh bien les choses auront véritablement évolué. Eh bien, cette plus-value, elle existe aussi grâce à vous, vos interventions, et grâce à cette journée, ces 24 heures de l'Outre-mer sur France O. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci François Durper, merci Laurent Laviolette, et à très bientôt pour un autre Toutes les France.